Et on ouvre la page consacrée à la culture dans ce 20h. Le village de Nyagno Degwe à Gagnoa était en fête. Il soutenait la 3e édition du Festival de danse et des arts, un événement qui vise à promouvoir la culture de la tribu Kapatro. La ministre Anne Désiré Oloto a exhorté à la cohésion sociale. Jean-Marc Diadji. Effervescence à Nyagno Degwe dans la sous-préfecture de Gagnoa. Des fils et filles du village exécutant les pas du Zagrobi, danse de réjouissance en pays bété. Le décor est planté pour la 3e édition du Festival de danse et des arts de Gagnoa, FESDAG. Une plateforme qui valorise la culture de la tribu Kapatro et qui consolide les liens entre les populations. Fille du village de Maïdio, la ministre Anne Oloto, accompagnée des cadres de la région du Go, a invité les 8 villages du Kapatro et du canton Niabré au rassemblement et à la paix. Il y a un message à faire passer, l'acceptation de l'autre dans la différence, en dépit de nos divergences religieuses, politiques et sociales. Quelles que soient les divergences idéologiques, quelles que soient les divergences religieuses, politiques ou autres, il importe que nous puissions apprendre à être d'abord frères et sœurs. Nous avons la même histoire, nous avons les mêmes réalités, les mêmes difficultés et le même destin. Les précédentes éditions du Festival de danse et des arts de Gagnoa FESDAG se sont tenues dans les quartiers de Garayo et de Barouyo dans la commune de Gagnoa. On change de région. Les populations du département d'Alépé se sont retrouvées pour promouvoir leur culture. C'était lors de la commémoration de la génération Agré Gobé Mouo, une célébration autour de la cohésion sociale et la paix. Éric Goré. 30 années se sont écoulées, les enfants nés en 1990 ont grandi. Ils sont devenus des hommes et des femmes. La promotion 1990-1991 marque d'une pierre blanche son trentenaire. Les membres de la génération Agré Gobé Mouon veulent à travers cette commémoration promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers la culture Gwa. Afin que nous redevenions le peuple pacifique, uni, s'inscrivant dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est de réunir tous les Ivoiriens. Ici, la tradition fait corps avec le modernisme. En témoigne la présence des prêtres venus pour bénir la cérémonie. C'est Jean-Louis Moulot, maire de Grand Bassam, qui a été choisi pour parrainer l'événement. Il a félicité les organisateurs et a dit sa joie. Je suis ici chez moi, à Ngoko. Je suis heureux de venir découvrir ce beau village dans cette belle région qui a tant de richesses et de potentialités au plan touristique, au plan agricole et au plan de ses ressources humaines à travers ses fils et ses filles et ses cadres que nous avons vus. Au plan de l'organisation sociale, au plan de la gastronomie, cette région a une gastronomie riche et variée qui fait sa renommée et le plat le plus célèbre est le biokosse. Au plan de la culture, j'ai noté les belles danses qui nous ont accueillis. Il ne m'a pas échappé également que l'une des danses les plus connues, le Fokwe. Et les fêtes de génération nous permettent de faire étalage de nos richesses culturelles et de nos danses. Avant de prendre congé de ses filleuls, le parrain a offert du matériel médical pour améliorer le plateau technique du dispensaire. La méga star du reggae, Koné Seydou dit Alpha Blondy, honoré par la France, l'artiste ivoirien est fait commandeur des arts et lettres dans l'ordre du mérite de la République française. Il est distingué pour sa contribution dans la promotion de la langue de Molière dans le reggae. De nombreuses personnalités du monde politique et artistique ont pris part à la cérémonie à la résidence de l'ambassadeur. On le voit avec Issa Tionayo. Cocody, résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Un parterre d'invités constitué de personnalités politiques, d'artistes et de proches. Bref, personne ne voulait se faire compter l'événement. La distinction de la méga star du reggae ivoirien, Koné Seydou, dit Alpha Blondy, par la France. Il est élevé
au grade de commandeur des arts et lettres dans l'ordre du mérite de la République française. Un très beau voyage dans l'espace, c'est le voyage de la transformation d'Alpha de Sédou Koné en Alpha Blondy. Le monde entier voudrait rendre hommage à cet itinéraire, et la France notamment. La voix étreinte par l'émotion, le règlement ivoirien s'est dit honoré par cette distinction. De retour de ma conquête de l'Amérique ratée, c'est encore la France qui m'offre mon premier concert intercontinental. Premier voyage à Paris, première salle, le Zénith. À ma grande surprise, un Zénith plein à craquer, chantant Anjula en baoulé. Les scènes du monde entier me réclament. Les mélomanes et proches de l'artiste saluent cette décoration. Alpha Blondy, c'est celui qui a ouvert la porte à toute la génération qui suit. Le fait qu'il soit honoré aujourd'hui va ouvrir la porte à d'autres. La décoration qu'il a reçue n'est qu'une consécration du travail acharné, du travail sérieux, du travail assidu qu'il a fait. Quand nous l'écoutions à l'époque, on ne comprenait pas le sens réel de ce qu'il disait, mais aujourd'hui, à travers le temps, on a compris qu'il avait toujours une longueur d'avance. C'est une consécration pour Alpha Blondy, pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Pour la ministre Arlette Badou Nguessan Kwame, c'est la culture ivoirienne qui gagne avec cette reconnaissance. Au nom du président de la République, je voudrais dire merci à la République de France qui montre encore une fois le dynamisme et l'importance des relations qui lient nos deux pays. Et je voudrais aussi dire merci à Diaguer d'avoir hissé la Côte d'Ivoire à ce niveau culturel, au niveau international. Alpha Blondy, en 40 ans de présence sur scène, a glané plusieurs disques d'or et platine. Cette distinction a donc bénéficié de la voix des anciens du Solar System, groupe musical, la mégastar du reggae ivoirien. Isiaka Diakité Kaba, l'invité de la page culture, auteur du roman historique Mansa Kanko Moussa, Grandeur et Déclin. Merci d'être venu sur notre plateau. Je veux d'abord qu'on parle de la grandeur de l'homme. Il a donné de l'envergure à l'Empire. Il a annexé la cité-État, Gao, Tombouctou, les universités Sankoré. Est-ce qu'on peut dire que c'était un roi qui avait une vision claire sur la peau du Mansaya? Oui, c'est un personnage controversé. J'aime bien écrire sur les personnages controversés. J'avais écrit sur Samori Touré. Et Mansa Moussa est un personnage controversé parce que c'est le seul... on ne trouve pas de chant de louange des griots dédié à Mansa Moussa. C'est ce qui m'a poussé à explorer le personnage. Ce qu'on sait de lui à travers les masses médias, c'est que c'est l'homme le plus riche du monde. Mais au-delà de ce personnage et de ce sobriquet, l'homme le plus riche du monde, ce qui m'a attiré mon attention, c'est d'explorer pourquoi à l'intérieur de l'espace mandingue, il n'y a pas de chant de louange dédié à Mansa Moussa. D'accord, on va y arriver dans le fond. Alors justement, est-ce que, comme je disais tout à l'heure, c'était quelqu'un qui avait une vision, surtout sur l'Empire, qu'il a quand même contribué à faire connaître, à faire grandir? Oui. Quand il a hérité de l'Empire, d'abord il a hérité de l'Empire après le départ de son oncle Aboubakari II, qui voulait découvrir l'océan. Et d'après, on sait maintenant que il y a aux Amériques, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, ça c'est une vieille histoire. On sait que avant Christophe Colomb, il y a une présence africaine aux Amériques. Est-ce que c'était Aboubakari II, parce qu'il est parti pour les Amériques? Oui. Il y est vraiment arrivé? Oui, c'est la grande question, mais les recherches archéologiques montrent une présence africaine aux Amériques. Ça, c'est un grand débat, mais c'est un débat que les historiens ont exploré. Aujourd'hui, il y a des preuves archéologiques de l'existence de Noirs aux Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc quand Aboubakari II va découvrir l'Amérique, il dit qu'il va aller au-delà du grand océan, Mansa Moussa le remplace à la tête de l'Empire du Mali.
Et c'est pendant son pèlerinage arrivé en Égypte, l'historien égyptien Al-Oumari, qui dit qu'il a eu un entretien avec Mansa Moussa. Mansa Moussa dit qu'il est empereur parce qu'il a pris la place de son oncle, qui est parti découvrir, essayer de retrouver des terres au-delà du grand océan. C'est à ce moment-là qu'on a su que son prédécesseur est parti avec environ 2000 navires pour découvrir l'Amérique. Et pas précisément l'Amérique, parce qu'on ne savait pas ce qui existait au-delà des terres. Il disait qu'il partait découvrir ce qui était après l'eau. Après l'eau. L'eau salée. Voilà. Et en nous, il y a une certaine histoire aussi qui a toujours fait croire que les Africains n'ont jamais eu cette expérience de navigateur, ce qui est archi faux. Oui, on l'a vu dans votre ouvrage. Alors, si Kankou Moussa, aujourd'hui, on retient de lui finalement, quand on évoque son nom, c'est qu'on dit qu'il était l'homme le plus riche. Oui, ça, c'est ce qu'on découvre quand on Google Mansa Moussa. Et ce qui est curieux, c'est qu'en tant qu'écrivain de romans historiques, c'est cette première façade ne m'a pas trop intéressé, parce que ça, c'est le buzz. Oui, il est le plus riche du monde, comme on dit aux États-Unis, so what? Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que des gens n'ont pas vraiment raison de le dire, surtout quand il part pour la Mecque, arrivé pour la seule étape de l'Égypte, dans la capitale, c'est-à-dire le Caire, c'est 10 tonnes d'or qu'il dépense. Ah si, et parce qu'il avait quand même à sa disposition, l'empire du Mandingue était extrêmement riche, un espace qui s'étendait du Sénégal actuel jusqu'au Tchad. Il avait à sa disposition tout l'or, tout le cuivre, le sel, qui est une denrée aussi très importante. On a tendance à se focaliser sur l'or, mais le sel était une denrée importante. Et puis, l'Empire était un espace de commerce très florissant. Il y a les caravanes qui traversaient le désert, ainsi de suite. Ils prélevaient les impôts. Donc, forcément, en ces temps-là, c'était un empereur puissant qui avait suffisamment de moyens. D'accord. Franck Kouadio nous parle de votre ouvrage sur Mansa Kankou Moussa. On va regarder en résumé et on se retrouve. C'est l'un des personnages les plus denses de l'histoire des peuples de l'Ouest africain, mais de loin, l'un des moins connus, l'empereur ou le Mansa Kankou Moussa. Il accède au pouvoir en 1312 par cette tradition qui veut que le souverain en place désigne son dauphin lors de son voyage à la Mecque en terre sainte de l'islam, lequel pèlerinage fera la particularité du règne de Mansa Kankou Moussa, car il fera date avec l'histoire par un impressionnant étalage de richesses, avec par exemple une suite de 60 000 hommes et 12 000 serviteurs, ainsi que des tonnes d'or qu'il s'aimait partout sur son passage. Roi influent qui connaîtra hauteur et déclin, et c'est le sens même de ce roman historique proposé par Isiaka Diakité Kaba, enseignant ivoirien vivant aux États-Unis. Mansa Kankou Moussa, grandeur et déclin. L'auteur fait du personnage principal une figure vivante et pittoresque et aborde tous les aspects des questions de gouvernance. Les interactions sociales sont décrites dans l'œuvre et reflètent celles vivaces même aujourd'hui. Bref, 296 pages loin d'être achevées. L'auteur, concernant Mansa Kankou Moussa, en a encore à dire, plutôt à écrire sous la bille de son stylo. Alors, c'était un roi dépensier. On le sait, finalement, comme conséquence, il fait tomber pour plusieurs années le cours de l'or par rapport à l'argent. Mais quand il revient de son pèlerinage de la Mecque, à Niani, c'est la crise économique. Avec beaucoup de difficultés, il n'arrive pas à remonter les choses. Est-ce que c'est la faute à son fils, Manga, qui était le régent, qui n'a pas été à la hauteur? Oui, c'est une question complexe, d'autant plus que... quand il est parti avec toute cette quantité d'or et de serviteurs en Égypte, auquel le coût de l'or a chuté. Et le coût a chuté pendant 12 mois, même après son retour. Et le sultan s'était plaint à lui. Et le sultan s'était légèrement plaint à lui. Et il continue son pèlerinage à la Mecque. Pendant ce temps, son fils est le régent au Mali. Et la situation devient difficile parce que c'est un jeune régent qui n'arrive pas à gérer l'empire.
Mais quand Mansa Moussa revient de son pèlerinage, il va conquérir Gao et Tombouctou. C'était ce qu'on appelle dans le temps des cités-États. Et il revient avec un architecte, Saïli, un architecte andalou. Et quand il revient, il révolutionne l'éducation. Parce qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur le fait qu'il dépense, mais à son retour, il a apporté quelque chose. Il a apporté quelque chose, il a dépensé de l'argent pour construire ces fameuses universités, l'université de Sankouré qui existe encore, la grande mosquée de Djenné, la mosquée de style soudanais qu'on connaît. Je pense qu'on en a dans le nord de la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Voilà. Donc il développe l'architecture, l'éducation. Donc se focaliser sur sa richesse, c'est un aspect du personnage. Mais le personnage a essayé de développer l'éducation, l'économie et la justice. Et on dit que l'Empire du Mali en ce temps avait une justice intègre. C'est ce que Ibn Battuta, le chercheur, le voyageur marocain, a dit. Donc il a essayé il y avait quand même près d'1 million de manuscrits dans les bibliothèques de Tombouctou. En tant qu'enseignant, pour moi, ce sont des facteurs très très importants. Il a développé l'éducation. D'accord. Et après son apogée, il y a eu le déclin. Il a fait face à un double problème. Un problème économique et un problème politique. Il n'y est pas arrivé. On n'arrive pas vraiment à comprendre comment Kankou Moussa n'a pas réussi, on va dire, cette transition, c'est-à-dire cette transmission du pouvoir. Bon, je ne dirais pas qu'il n'a pas réussi, parce que quand Mansa Moussa quittait le pouvoir, à sa mort, l'Empire était rayonnant. Maintenant, il y a des questions qui demeurent. Le mode de succession dans l'Empire du Mali a été un mode de succession. Il y avait toujours les royalistes à la fin du règne de Soundiata, les royalistes qui voulaient que la succession soit de la lignée de Soundiata, et il y a les chasseurs et les groupes traditionnels qui voulaient que celui qui est le plus méritant dirige l'Empire. Donc ces deux forces ont toujours fonctionné dans l'Empire. Alors rapidement, une question, c'est que dans l'histoire, on a remarqué qu'il n'est vraiment pas chanté par les griots, alors qu'il avait, lui, un griot qui était issu de la lignée de Bala Faseke Kouyaté. Oui, mais c'est en cela le roman historique. Moi, j'ai introduit le personnage du griot dans le roman historique pour chanter Mansa Moussa. Mais après le règne de Mansa Moussa, dans la réalité historique du Mandingue, on ne chante pas les louanges de Mansa Moussa. D'un côté, certains considèrent, c'est ce que je pense, certains considèrent qu'il a gaspillé lors du Mandingue. Donc on n'entend même pas parler. Il ne mérite pas de louange. Bon. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup, Issaka Diakité Kaba. Je pense qu'on ne va pas tout dire. On va plutôt inviter à la lecture. C'est un ouvrage qui est très riche. Merci d'être passé dans la page culture ce soir. Merci. Et Issaka Diakité Kaba qui a savamment repris une parole du sage qui, ici, à cette histoire de Kankou Moussa, c'est au sommet de la gloire qu'il faut se frayer un chemin de la défaite. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas à suivre juste après ce journal la grande finale de la télé-réalité 1 à 12. On verra qui est le vainqueur de l'édition 2021 de ce concours de chant. Dieu le voulant, on se retrouve demain.